Bonjour à tous. Cette capsule est dédiée à la résolution de l'équation de Schrödinger de l'atome d'hydrogène. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la détermination de son spectre énergétique. L'atome d'hydrogène est constitué par le noyau chargé positivement, l'électron chargé négativement. Et on va dire que si je omets le spin de ces deux particules, eh bien, l'interaction est principalement du type électrostatique. C'est-à-dire que finalement, elle est de la forme moins Q au carré sur 4 pi epsilon 0 petit r. Q, c'est la charge de l'électron. R, c'est la distance qui le sépare le noyau de l'électron. Et donc, ce V de R, je vais le mettre sous la forme moins E carré sur R par souci de commodité, tout simplement. Dans la capsule précédente, on a déterminé donc la particule relative et la particule de centre de masse. Et nous avons montré que toute interaction du type central entre deux particules, finalement, peut être réduite à un Hamiltonien qui est un Hamiltonien du centre de masse, puis plus un Hamiltonien de la particule relative. D'accord? Donc, mu, c'est ce qu'on appelle la masse réduite, qui est donnée tout simplement ici par la masse du proton fois la masse de l'électron, sur la masse du proton plus la masse de l'électron. Si on se rappelle que la masse de l'électron est très négligeable devant celle du proton, c'est-à-dire que on a un rapport qui est de l'ordre de 1800, eh bien on va venir négliger la masse de l'électron. On simplifie ensuite par la masse de proton, de sorte que finalement la masse réduite, eh bien, elle est à peu près égale à la masse de l'électron. D'accord? Alors dans ce système-là, le noyau est trop lourd, donc son mouvement va être très lent par rapport finalement au mouvement de l'électron. Le centre de masse va se confondre avec le noyau, presque, et de même que la particule relative va se confondre avec l'électron. Si en plus je vais prendre un repère qui est centré sur le centre de masse, donc ici le noyau, il se trouve que Pg égale 0, c'est-à-dire l'énergie cinétique du noyau est donc nulle, et l'hamiltonien de l'atome d'hydrogène va tout simplement être réduit à l'hamiltonien électronique finalement d'une particule qui est relative, vous voyez ici, dans laquelle je remplace tout simplement la masse mu par la masse de l'électron. Vous retrouvez ici l'énergie cinétique de l'électron et ça c'est le potentiel auquel il est soumis qui a la forme radiale. Dans la première capsule dédiée à l'atome d'hydrogène, on a montré que l'équation de Schrödinger, finalement, quand vous avez un potentiel central, se compose en une partie qui est radiale, la partie angulaire et elle contenue ici dans la valeur propre du moment cinétique orbital L au carré. D'accord? Je vous rappelle que nous avons écrit la fonction d'onde psi et le produit d'une fonction radiale fois une fonction harmonique sphérique, YLM, et que nous avons ensuite posé que la fonction radiale R égale petit r fois U. D'accord? Donc ici, c'est l'équation différentielle tout simplement que vérifie la forme de la fonction radiale U. Alors, dans laquelle je vais tout simplement remplacer, dans le cas de l'hydrogène, V de R par moins E carré sur R, et je vais rajouter la condition de continuité à l'origine qui est telle que U au point 0 égale à 0. D'accord? Alors, nous nous intéressons ici au cas, ce qu'on appelle les états liés, c'est-à-dire aux états dans lesquels l'électron est lié au noyau et l'ensemble constitue ce qu'on appelle l'atome d'hydrogène. Et de ce fait, on va considérer l'énergie E, ici, qui apparaît dans cette équation de Schrödinger, une énergie qui est négative. D'accord? L'énergie positive correspond à ce qu'on appelle les états libres ou des états de diffusion. Alors, pour résoudre donc cette équation différentielle, je vais poser une nouvelle variable ρ égale R sur A0. A0, c'est tout simplement le rayon de bord, 0,52 angstrom.
Et donc, il suffit de calculer la dérivée radiale par rapport à R en fonction de la dérivée par rapport à ρ, que vous venez remplacer dans cette première équation pour obtenir finalement une nouvelle forme d'équation différentielle, mais cette fois-ci, votre fonction U dépend d'une nouvelle variable ρ. D'accord? Je vais venir ensuite poser cette quantité-là égale moins lambda au carré. Alors, moins du fait que E est négatif, d'accord? Ici, le lambda carré, il est positif, d'accord? Alors, je vais obtenir donc, du fait que j'avance un peu les résultats, je sais que le spectre de l'atome d'énergie, il est discret, c'est-à-dire discontinu, pardon, et de ce fait, je vais marquer donc la discontinuité des énergies par le paramètre K. On peut très bien ne pas le faire, mais bon, ça revient au même, hein. Donc, moins E, tout ça c'est lambda carré, cette quantité-là, elle est finalement positive, hein, du fait que l'énergie E est négative, et je viens tout simplement la remplacer dans l'équation. La différence, vous voyez, c'est que vous avez ici un signe moins, d'accord? Alors, on va essayer de résoudre cette équation finalement différentielle, hein, par différentes étapes. Premièrement, je vais considérer le comportement de ma fonction à l'infini. Donc, vous voyez, je fais la limite de mon équation différentielle qu'on tend vers l'infini. Finalement, ce terme-là va disparaître. Le deuxième terme va disparaître et je ne garde que la dérivée seconde par rapport à ρ moins lambda carré u égale 0. D'accord? Une solution acceptable est U égale exponentielle moins lambda fois ρ finalement. Elle est acceptable physiquement du fait que quand je fais la limite de U qu'on retend vers l'infini, eh bien cette chose-là est égale à 0. J'ai bien une fonction qui est convergente à l'infini. Alors, si je veux donc avoir une solution pour tout R, c'est-à-dire quel que soit R, eh bien je vais chercher une solution qui est telle que une fonction qui, d'accord, modulée par ma fonction exponentielle. C'est exactement la même méthode que nous avons utilisée dans le cas de la résolution de l'oscillateur harmonique par la méthode polynomiale, sauf que dans l'oscillateur, eh bien, nous n'avons pas fait ce changement-là et au lieu de l'exponentielle, nous avions eu une gaussienne tout simplement. D'accord? Donc, en fait, pour m'assurer plus ou moins, hein, disons, la convergence à l'infini, je viens moduler ma fonction qui par une fonction qui, elle, converge quand ρ tend vers l'infini. Alors, ensuite, vous venez chercher la dérivée seconde, hein, de u. Vous voyez, vous simplifiez par l'exponentielle et vous obtenez une nouvelle équation différentielle qui, cette fois-ci, dépend de votre fonction qui. D'accord? Le but est donc de chercher la solution de cette nouvelle équation différentielle. Eh bien, on va procéder par ce qu'on appelle la méthode polynomiale. Alors, je rappelle donc, avant de poser le polynôme, que pour assurer la convergence à 0, nous avons dit que la fonction u doit se comporter comme un polynôme qui a un degré minimum de L plus 1. L étant le numéro quantique orbital, d'accord? Ou là, la valeur propre de L carré. Okay? De ce fait, si je vais utiliser un développement polynomial, il faut que ma fonction qui, c'est un polynôme certes, mais il faut que le degré minimum soit de, vous voyez, de L plus 1. Alors, voici donc votre fonction ou le polynôme qui, dans lequel tout simplement j'ai rentré ρ L plus 1 à l'intérieur de la somme, hein, rien ne m'empêche. Pour calculer la dérivée première, ça fait donc QL plus 1 CQ ρ à la puissance Q plus L. Ensuite, je viens chercher la dérivée seconde, hein, vous voyez, rien de compliqué. Et je remplace ces deux dérivées dans l'équation 1 qui est dans le transparent précédent. Finalement, on obtient un polynôme qui est nul. D'accord? Vous voyez que c'est une procédure qui est tout à fait semblable en tout point à la méthode polynomiale que nous avons vue dans l'oscillateur harmonique, hein. Ça vous rappelle exactement cette méthode-là. Donc, vous voyez que vous obtenez un polynôme qui est nul
Et pour que ce polynôme-là soit nul, eh bien, il faut que tous ces coefficients-là soient nuls. D'accord? Alors, je vais regarder en particulier le coefficient correspondant au degré q plus L moins 1. OK? C'est-à-dire qui est celui-là. Ici, vous avez ρ à la puissance q plus L moins 1. C'est-à-dire que ça fait q plus L plus 1, q plus L moins LL plus 1. Le voici le premier terme fois CQ. Mais ici, vous pouvez également faire un degré Q plus L moins 1 en remplaçant tout simplement Q par Q moins 1. Vous obtenez alors Q plus L plus 2 CQ moins 1. D'accord? Et vous voyez que vous obtenez une relation qui lie le coefficient CQ au coefficient CQ moins 1. De ce fait, j'obtiens une relation de récurrence CQ sur CQ moins 1 qui est égale à cette chose-là. C'est en tout point semblable à la méthode polynomiale de l'oscillateur, à la différence près que dans l'oscillateur, les coefficients étaient de parité définie, ce qui n'est pas le cas ici. Alors maintenant, on va étudier le comportement de notre fonction qui de ρ à l'infini. Il faut assurer toujours de la convergence de la fonction d'onde. Alors, pour ce faire, je prends le coefficient CQ sur CQ-1 et je cherche la limite de ces coefficients quand Q tend vers l'infini. Donc ici, le degré supérieur, ici, c'est Q. Là, c'est Q au carré. Vous simplifiez, vous reste 2 lambda sur Q. Ensuite, je vais venir comparer le comportement de qui à l'infini à une fonction modèle qui est répertoriée et que je connais. Par exemple, on prend l'exponentielle de lambda fois rho. J'utilise ici le développement de Taylor. Vous voyez, ça fait somme de 2 lambda à la puissance q sur q factoriel, rho à la puissance q. Et tout ça, là, je vais l'appeler des coefficients dq. Je viens ensuite comparer le coefficient dq sur dq-1. Ici, en tout point, il vaut 2 lambda sur q, et en particulier quand q tend vers l'infini. Alors finalement, quoi? Finalement, vous voyez que ma fonction ici exponentielle, elle se comporte, vous voyez que le rapport de mes coefficients à l'infini est en tout point semblable à ceux de qui de ρ. Ça veut dire finalement que ma fonction qui de ρ, elle est asymptotique à l'exponentielle, mais cette dernière, elle diverge. Donc il faut éviter que ma fonction qui diverge. Pour ce faire, on va couper le polynôme, c'est-à-dire éviter finalement que votre variable q tende vers l'infini. Alors je vais là limiter mon polynôme qui de ρ à un ordre k-1. Bon, c'est un choix, mais vous pouvez très bien l'arrêter à un ordre k plus 1, peu importe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez ici dans ce polynôme, je ne peux aller que à l'ordre ck-1 et que tous les coefficients supérieurs, ck plus 1, etc., eh ben, ils sont nuls. D'accord? Donc, de ce fait, dans mon équation de récurrence ci-dessus, je viens remplacer q par k, d'accord? Et imposer la condition que ck égale à 0. ck-1, lui, étant non nul, j'obtiens le fait que le numérateur ici, il est nul. Donc, vous obtenez tout simplement que lambda égale à 1 sur k plus l. Okay? K étant allant de 1 au-delà, parce que K, c'est tout simplement le degré de votre polynôme qui de ρ. OK? Alors, de ce fait, je peux calculer donc l'énergie de l'atome d'hydrogène. Si on se rappelle que notre coefficient lambda, il est lié à l'énergie E par cette formule-là. Donc, vous venez remplacer le lambda carré par 1 plus k plus L au carré. Si en plus, on vient poser que le EI égale E carré sur 2 à 0, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Et si en plus on vient poser que n égale k plus L, n étant un entier non nul, parce que k prend des valeurs de 1, 2, 3, etc., L c'est un nombre orbital, il peut être nul. D'accord? Donc avec ces changements-là, l'énergie EKL, vous substituez les paramètres KL par n, tout simplement, devient moins EI sur n au carré. D'accord? N, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal.
Alors, si on cherche maintenant la dégénérescence des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, vous voyez que pour un n donné, la valeur de L va de 0 jusqu'à n-1. Pourquoi? Pour la simple raison que si vous donnez la plus petite valeur de K, c'est 1, eh bien L, ça vaut n-1. Vous donnez la plus grande valeur de K, ça fait n, et donc L peut, quant à lui, être égal à 0. Donc L prend bien des valeurs de 0 jusqu'à n-1. Je souligne ici que L, c'est la valeur propre de L carré et qui correspond à la fonction d'onde YLM. Et vous voyez que pour chaque valeur de L, la fonction d'onde ici, elle est dégénérée par rapport au paramètre azimutal petit m. Petit m étant compris entre moins L et L, vous avez une dégénérescence qui est de l'ordre de 2L plus 1. D'accord? On a dit que dans le moment cinétique, chaque valeur de L, elle correspond à un sous-espace qui est de dimension 2L plus une fois. Alors, la dégénérescence obtenue en faisant la somme de ces états-là, L allant de 0 à n-1. Vous voyez, je n'ai pas une valeur de L, j'ai un ensemble de valeurs allant de 0 à n-1. Alors, on peut facilement calculer cette série-là. C'est une série qui est arithmétique, de rang 1, donc dont on connaît la somme, et ça vaut tout simplement n au carré. Alors si on calcule le niveau fondamental, vous voyez bien que le niveau fondamental n égale à 1, il est non dégénéré parce que j'obtiens 1 au carré. Son énergie, ici en remplaçant n par 1, ça fait moins EI sur n au carré. On peut très bien le calculer, connaissant mu c'est la masse de l'électron, E à la puissance 4 sur 2h bar carré, et ça vous fait moins 13,6 électronvolts. C'est donc bien l'énergie d'ionisation de l'électron de l'atome d'hydrogène. Si maintenant je cherche à dresser, disons, le diagramme énergétique de l'atome d'hydrogène, alors vous voyez que pour n égale à 1, j'obtiens le niveau fondamental, c'est-à-dire le niveau de basse énergie. Pour n égale à 2, vous obtenez moins EI sur 4, ici. Pour n égale à K à 3, c'est moins n sur moins EI sur 9, et ainsi de suite, moins EI sur 16, sur 25, et ainsi de suite. Alors, vous voyez bien que quand n est petit, l'écart entre les premiers niveaux est très grand, mais plus n devient grand, vous voyez que l'écart devient infiniment petit, d'accord, à cause du fait de moins EI sur n carré. Si vous faites tout simplement tendre n vers l'infini, vous voyez que l'énergie tend vers 0, c'est normal, c'est l'énergie de... c'est l'ionisation, pardonnez-moi, de l'atome. Et au-delà, ça correspond à des états libres de l'électron, c'est-à-dire l'électron il est automatiquement arraché à l'atome d'hydrogène et ils ne sont plus le potentiel finalement ou l'attraction du noyau. D'accord? Alors on va finir cette capsule en parlant un petit peu sur le spectre d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène. Alors, je vous rappelle que quand vous avez un électron dans l'état excité, eh bien, il va se désexciter, c'est-à-dire revenir à un niveau qui est inférieur, en émettant un rayonnement qui a une énergie tout simplement h nu, qui est la différence entre les deux niveaux engagés dans les deux transitions. D'accord? Donc ici, tout simplement, venons remplacer En par moins EI sur n carré. Vous venez remplacer moins En', c'est EI sur n' carré. Et on va calculer à chaque fois, vous voyez, l'énergie H nu par ces deux formules, par ces formules. Okay. Alors, ça donne naissance au spectre que vous connaissez, dont la série de Lyman. Donc, c'est toutes les transitions qui ont lieu avec le niveau n égale à 1. La série de Balmer, c'est toutes les transitions, elles sont radiatives de toute façon, qui tombent ou là qui ont lieu avec le niveau n égale à 2. La série de Paschen, n égale à 3, et ainsi de suite.